Bonjour à tous. Vous pensiez qu'on ne parlerait pas de Damien Lillard après en avoir parlé tous les jours pendant 6 mois et après avoir analysé le trade hier matin avec Théo. Eh bien, figurez-vous qu'on va en reparler ce matin dans le CQFR, toujours avec Théo. Théo, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Et puis je préfère parler de Damien Lillard maintenant qu'on sait vraiment où il va, plutôt que quand c'est tu sais, les rumeurs de sources Ouais. citées par le cousin du machin, du beau-frère de Chris Haynes. Là au moins il y a plus de concret, donc c'est plutôt sympa d'en parler dans ce cadre-là. C'est très bien que tu parles de Chris Haynes, parce que si on va parler de Damien Lillard, c'est parce que Chris Haynes de Bleacher Report a sorti un article. Alors, pour faire plaisir à Antoine, on va rappeler que Chris Haynes est le porte-parole non officiel de Damien Lillard. C'est-à-dire que dès que Damien Lillard a un message à faire passer de mécontentement ou parce qu'il a sa voiture à vendre, il passe par Chris Haynes en général. Et là, donc Chris Haynes sort un article assez long et détaillé sur les coulisses de ce trade et de ce qui a mené au divorce inévitable entre Damien Lillard et les Blazers. Et comment dire, c'est un petit peu à charge contre les Blazers. Tu sais, j'ai un peu l'impression de voir un couple qui va divorcer et qui essaie de remporter le divorce, tu vois, de remporter la séparation. J'ai déjà eu un peu ce sentiment-là quand il n'y avait pas encore eu le trade, où chacun essayait de ménager au début la sensibilité de l'autre. Chacun voulait essayer de montrer qu'il était de bonne volonté pour que ça se passe bien. Et là, on apprend deux, trois trucs, toujours en prenant en compte que Chris Haynes est quand même plutôt normalement, on va dire, partisan, peut-être pas totalement partial, mais c'est parce qu'il a ses infos directement de Damien Lillard. Donc pour faire simple, les trucs que moi j'ai retenu dedans, c'est que, et ce qui est peut-être le plus étonnant ou choquant, c'est que quand Lillard a vu qu'avec Miami ça pourrait pas se faire, et lui il dit que c'est clairement les Blazers et Joe Cronin, le GM, qui ont catégoriquement refusé que ça se fasse avec Miami, que ce soit parce que l'offre était pas à la hauteur ou parce qu'ils avaient envie de l'embêter. Et une fois qu'il a compris que c'était pas possible avec Miami, il aurait demandé aux Blazers de réintégrer le groupe. Enfin, en tout cas, c'est comme s'il avait annulé sa demande de trade. Et là, au lieu de dire, bien sûr, tu es un joueur historique, il n'y a pas de problème, on oublie tout, Joe Cronin aurait dit, non, écoute, c'est terminé, tu as demandé à partir, on a bougé en fonction, et on a pris Scoot Henderson, on est en train de passer à autre chose. Non, tu es toujours sur le trading block, et en gros, on ne veut pas de toi là. Et c'est l'information qui m'a. On pourra parler du reste ensuite, mais je ne sais pas ce que tu en as pensé, c'est le premier truc qui m'a un peu surpris. Ouais, bah, ce qui est intéressant, c'est la chronologie, du moins selon, enfin, telle qu'elle est rapportée par Chris Haynes. La première étape avant que je vienne sur ce point-là, c'est il dit que finalement, il y a plus de contact entre les Blazers et le Heat depuis la Summer League, en fait. Il dit que c'est la Ouais. dernière fois où les deux clubs ont vraiment été en contact, enfin, que le Heat voulait que les deux staffs se rencontrent officiellement dans un meeting, et que finalement, ça s'est jamais produit. Et après, donc, ce dont tu parles, là, le rendez-vous de Joe Cronin avec Damien Lillard, il date de début septembre, Mhm. effectivement, moment où Lillard aurait dit, bon, bah finalement, si je peux pas aller à Miami, j'aime autant rester à Portland, quoi. Moi, alors, c'est plus le timing, effectivement, de ce qu'on entendait dire. Alors, bien sûr, tu vois, ça montre aussi que les sources sont pas forcément fiables. Et là encore, là, c'est encore une fois, hein, c'est la version quand même de Damien Lillard, Mhm. rapportée par Chris Haynes. J'imagine qu'on en saura plus. Mais moi, j'imaginais quand même qu'il y avait plus de tractation que ça entre Miami et Portland. Manifestement, Portland a vite vu que le package qui pourrait être proposé par Miami serait pas suffisamment intéressant, Mhm. ou n'a pas pensé il serait possible de monter un deal à trois équipes avec Miami comme partenaire, et passer vite à autre chose. Euh, Finalement, dans ce qui ressort là, le fait que les Blazers n'aient pas voulu revenir en arrière, moi ça me choque pas des masses en fait. Une fois que tu es parti sur une direction, là au moins bah, c'était clair, Lillard voulait pas faire partie d'une reconstruction. De fait, les Blazers sont en mode reconstruction, même si on en parlait hier dans le CQFR, les choses pourront peut-être aller plus vite que ce qu'on aurait pu penser à un Mhm. moment. Moi, je suis pas choqué que le GM des Blazers dise bah non, trop tard là, nous on est engagé sur autre chose. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je suis pas choqué non plus du fait que Portland n'ait pas cherché à tout prix à passer un deal avec Miami. Moi, ça fait partie des choses. Damien Lillard, c'est son droit finalement de dire qu'il n'est pas satisfait de ne pas vouloir faire partie d'une reconstruction, de vouloir partir. Par contre, voilà, le club n'a pas non plus. Le club n'était pas obligé d'accepter de le trader. Mhm. Il aurait pu faire autrement, même si on a bien vu ces dernières années que c'est de plus en plus compliqué avec les superstars de les garder quand elles veulent partir. Mais derrière, il n'y a pas d'obligation pour moi de la part des Blazers de vouloir absolument ou de devoir absolument
passe un deal avec le Heat. Au bout du compte, on l'a détaillé hier pas mal, quoi, cet échange. Je pense qu'il est très bon pour les Blazers. Et je pense aussi, au bout du compte, que Damian Lillard se retrouve dans une situation ultra favorable pour essayer d'aller gagner un titre. Donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre finalement quels sont les griefs de Damian Lillard au bout du compte. Pour moi, il y a un peu une question de contrôle de la narration. Alors, je dis pas qu'on est le spécialiste en la matière, c'est quand même LeBron, on le dit souvent, et il le fait très très bien. Damian Lillard, là, j'ai l'impression qu'il veut absolument pas que la fanbase de Portland pense qu'il a voulu absolument partir à tout prix pour quelle que soit la destination. Il veut même qu'on sache, si c'est bien le cas, qu'il était prêt à revenir et que c'était que peut-être un. Je reprends la métaphore de la relation, mais peut-être un crush passager pour Miami, tu vois. Il voit que c'est pas possible parce que Miami est déjà en couple, en gros, et n'a pas les moyens de sortir de la relation. Et, du coup, il se dit bon, bah, je suis prêt à revenir à la maison, il n'y a pas de problème, on oublie tout. Et il veut qu'on sache, je pense, qu'il n'était pas dans une démarche forcenée de vouloir partir et que finalement, c'est Portland qui a acté la séparation et qui n'était pas prêt à repartir, quoi. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. De toute façon, depuis le début, à partir du moment où il y a un contrat aussi long qui a été signé récemment, que tu fais une exigence pour une franchise en particulier, qui est celle qui a presque le moins d'atouts parmi toutes celles qui sont en mesure de faire un deal, c'est super compliqué après de t'attendre de pas accepter presque qu'on t'envoie pas ailleurs pour le bien de la franchise. Si tu as le bien de la franchise à cœur, en plus du tien, tu es obligé de te dire si c'est une autre équipe qui accepte le deal, allons-y. En plus, là, bon, le message sort, je ne sais pas s'il était préparé de longue date ou si ça a été directement en réaction au trade vers Milwaukee, mais Milwaukee, il y a quand même, la destination, elle est incroyable pour lui. Enfin, Ah oui. honnêtement, si vraiment, là, son objectif, c'est quand même de gagner, visiblement, hein, sinon il serait resté à Portland. Tu vas à Milwaukee, une équipe qui est déjà construite avec Giannis Antetokounmpo qui a gagné le titre en 2021, qui est pour beaucoup le joueur le plus dominant de la ligue. Voilà, est-ce que ça servait vraiment de dire ça, de pointer du doigt les Blazers? Je sais pas. Après, je pense quand même que c'est clairement entre Lillard et Cronin que le courant n'est pas passé. Dans son message d'adieu sur les réseaux, c'est peut-être la seule personne dans tout l'Oregon qui l'a pas mentionné. Il y a même, je sais pas si tu as vu, il y a même des journalistes qui ont dit ah, putain, je m'attendais pas à être mentionné dans le communiqué de départ d'Emen Lillard. Donc, Il y avait Antoine Pimel dedans. je pense. Merci Antoine Pimel de m'avoir soutenu toutes ces années. Voilà. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que c'est. Étonnamment, je pensais pas être forcément du côté des Blazers à un moment dans cette affaire. Quand c'est sorti, je me suis dit bon, bah, ok, Lillard a tout fait pour l'équipe. On lui a dit qu'on allait prendre des stars et au final, on trade pas le pic et on fait pas venir qui que ce soit. Donc je comprends son envie de partir. Mais là, maintenant, je veux dire, tout le monde est censé être gagnant dans cette histoire. Maintenant, lui, il a ce qu'il veut. C'est-à-dire même si c'est pas Miami, hein, en lifestyle, on est d'accord, le Wisconsin, c'est pas la Floride. Hein. Mais sinon, à part ça, je veux dire, il n'y a aucune autre équipe qui était plus compétitive sur le papier. Miami, c'était bien, mais c'était moins fort que Milwaukee, je suis désolé. Hein. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est très bizarre. Honnêtement, surtout que j'ai le sentiment quand même que personne remettait en cause la loyauté de Damian Lillard envers Portland, envers les Blazers. Il a poussé l'aventure loin. Je pense qu'il avait raison d'imaginer et de tirer le constat que s'il voulait aller plus loin, ça pourrait pas être possible. Dans le club, vu son âge, vu le roster. C'est ça que je trouve le plus étonnant parce qu'en fait, moi, ce que j'ai trouvé quand même assez dérangeant d'une certaine manière, c'est quand même le fait que son agent, très vite, dise à tout le monde que son joueur voulait aller qu'à Miami. Et ça, je comprends du côté... Enfin, c'est dans l'article de Chris Haynes, faut le dire, il le mentionne aussi, le fait que le club n'a pas apprécié ça. Il a eu le sentiment que du coup, que les Blazers étaient tout de suite mis dans une position qui n'était pas favorable pour pouvoir négocier le meilleur deal possible, y compris avec Miami. Parce que du coup, ça poussait pas d'autres clubs à rentrer dans la danse. Ça, je comprends que les Blazers les mal pris. Je comprends aussi que, au-delà des aspects personnels, d'un simple point de vue business, il soit dit bon bah parce que c'est ce qui est mis dans l'article aussi qu'à un moment, finalement, Damian Lillard et son agent ont eu le sentiment d'être qu'on les gardait dans l'ombre, qu'on leur donnait pas les infos. Mais en même temps, moi, je comprends assez bien du côté des Blazers s'ils se disent ouais mais attends. On est en train d'essayer d'organiser un trade pour satisfaire Damian Lillard et on se prend un coup de couteau de l'agent qui dit à tout le monde qu'il veut aller nulle part ailleurs qu'à Miami, ce qui ne nous permet pas de négocier de la meilleure manière. Maintenant, on leur donne plus d'infos. Bah, moi, je le comprends aussi. Finalement, j'ai un peu le sentiment que c'est... alors, on ne sait pas ce qui s'est passé avant ça, mais que c'est peut-être le camp
Lillard qui a fait de tout ça une affaire business finalement, et Ouais. qu'après, tu sais, et après ils sont là, ouais, mais quand même on était amis. Bah, à un moment, faut savoir, c'est business business ou alors est-ce qu'on gère ça comme effectivement, comme tu le disais, dans une situation de couple où parfois ça peut se passer aussi comme ça, de, bah, on respecte le fait qu'on s'est qu'on s'est aimé, qu'on ait eu une vie ensemble et on essaie de Ouais, tirer voilà. le meilleur parti pour les deux. Bon, et surtout, ouais, enfin voilà, pour pas pour finir, mais je trouve que c'est un peu, c'est pas nécessaire en fait. Tu vois, le deal est fait, il y a des aspects hyper positifs de chaque côté. On n'était pas forcément obligé d'avoir toutes ces infos. Enfin, j'ai pas compris l'intérêt profond de tout ça, quoi. Bah, on en revient à, voilà, quoi, la comparaison avec les relations. Souvent, au début, les premiers temps de la séparation, c'est un peu, il y a un peu d'amertume et d'aigreur, et puis on balance des messages et des déclarations qu'on regrette un peu après. Donc, il le dit dedans, dans son communiqué de départ. Il dit qu'il sait qu'à la fin, il n'y aura aucun grief avec Portland, avec l'organisation. Alors, avec Cronin, je ne pense pas qu'ils partiront en vacances ensemble, hein, c'est clair. Non, a priori. Voilà. Mais bon, voilà, tu as raison de dire que je pense que tout le monde peut sortir gagnant du trade. Ça me permet de rappeler on avait posté un sondage sur Spotify, si je ne dis pas de bêtises, hier, c'est C'est ça, ça. pour vous demander quel était le grand gagnant de ce trade. Et vous avez voté à 56,9% pour les Bucks, à 40% pour les Blazers et à 3,1% pour les Suns. Alors peut-être qu'on vous a un peu influencé en étant légèrement négatif avec l'intérêt du move pour les Suns, mais bon, en tout cas, ça reflète assez bien, je pense, ce que pensent les gens de ce deal. Ouais, et puis, en fait, s'il y a un truc, alors là, je vais peut-être passer pour un vieux comte, mais il y a un truc un petit peu de société où, il y a un moment, tu peux pas tout avoir, en fait. Mm. Donc, tu peux pas demander à partir et avoir ta destination préférée et qu'on te garantisse de gagner le titre. Un peu de la même manière que, tu vois, je voyais des déclarations de Giannis Antetokounmpo qui était dégoûté de voir Jrue Holiday partir. Ouais, Mais il y a un moment, enfin, il y a un moment, bah, tu sais bien que si tu veux faire venir un mec comme Damien Lillard ou si tu veux faire progresser l'équipe, va falloir que tu lâches quelque chose. Donc, je comprends. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça fait pas mal au cœur, que ce soit dans le cas de Damien Lillard d'aller se geler dans le Wisconsin au lieu d'aller à South Beach. Ça, je peux le comprendre. Et la même manière pour Giannis Antetokounmpo, tu as voulu que ton équipe soit meilleure. Bah oui, ça fait mal. Tu vas partir ton pote même. Enfin, il disait ouais, c'est mon frère, etc. Il y a des déclarations vraiment très sympas ouais. de Yanis au sujet de Jrue Holiday. Voilà, on sait le joueur et la personne que c'est, donc je le comprends. Mais à un moment, voilà, tu peux pas gagner sur tous les tableaux tout le temps, c'est pas possible. Et visiblement, ils n'ont pas demandé à Yanis, ils n'ont pas parlé à Yanis du trade, justement parce qu'ils avaient peur qu'il bloque la transaction parce qu'il y avait Jrue Holiday dedans. Mais tu as raison, enfin, il a mis 3 coups de pression en un mois pour dire qu'il voulait que l'effectif bouge. Bah, c'était ou Jrue Holiday ou bah, Grayson Allen. Mais avec un Grayson Allen, t'attires pas le même type de joueur, t'attires pas Damien Lillard, quoi. Donc c'est bien que tu parles d'Ojro Holiday quand même pour la transition, parce que comme on s'en doutait hier, c'est déjà le joueur le plus convoité de toute la NBA. Tout le monde est conscient qu'il est sur le marché. Déjà, Portland en tout cas, Wojnarowski a indiqué que, comme prévu, Portland voulait vite trader Jrue Holiday parce que leur timeline ne concordait pas. Et puis, il y a de quoi en retirer aussi de bons atouts. Ce que je recherche, Portland, c'est visiblement en priorité des pics ou des jeunes joueurs pour continuer, j'imagine, de construire le noyau autour aucun intérêt de prendre un vétéran, aussi fort soit-il. Donc, ce sera des pics et Surtout à des ce jeunes, poste-là, quoi. surtout à ce poste-là. Donc, je pense que là, la bataille va commencer et va être intéressante. Je vais te donner un peu les équipes qui, d'après à la fois Zach Lowe et le Miami Herald, sont intéressées par Jrue Holiday. Il y a celles qu'on avait évoquées comme ça de prime abord hier. Je pense au Heat, forcément. On avait Mm. parlé du Heat et des Sixers, il me semble, hein, surtout en Et priorité. tu avais parlé des Knicks aussi, toi. On avait parlé des Ouais. Knicks que Zach Lowe ajoute un peu en outsider, mais les Knicks ont finalement assez peu d'atouts à envoyer, sauf s'ils veulent se séparer de RJ Barrett, par exemple. Parce que même Evan Fournier, qui est un atout pour un trade, ça collerait pas, donc il faudrait faire plusieurs choses. Mais donc les équipes évoquées, on a donc les deux équipes de Los Angeles, les Lakers et les Clippers, en sachant que du côté des Lakers, les monnaies d'échange possibles, notamment D'Angelo Russell, seront pas transférables avant décembre-janvier, enfin avant qu'il soit éligible à un trade. Euh, pour les Clippers, on peut imaginer aussi que peut y avoir quelque chose à 3 avec Harden. Enfin, on ne sait pas si toutefois euh, il se passe un truc de cet ordre-là. Donc, il y a aussi Boston qui est un candidat intéressant, mais qui est peut-être l'équipe qui a presque le moins à offrir, j'ai envie de dire.
et Chicago comme dernière équipe. Chicago et Indiana, je précise aussi, comme outsider au même titre que les Knicks. Donc Lakers, Clippers, Heat, Celtics, Bulls, Sixers, Pacers, Knicks. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Est-ce qu'il y a une équipe que tu vois particulièrement, même si on en a parlé un peu hier, mais c'était à chaud, est-ce qu'il y a une équipe que tu vois particulièrement en pôle ou plus intéressante pour jouer Holiday? Bah, je serais tenté de dire que pour jouer Holiday, je pense que les deux équipes les plus intéressantes, ce serait Boston ou Miami. Boston, parce qu'effectivement, là, ça ferait un effectif assez dingue. Il faudrait voir bien sûr, ce que les Celtics seraient obligés de lâcher. Je pense que, il me semble qu'on parlait peut-être de Malcolm Brogdon et puis d'autres Ouais, compensations, voilà, qui pourraient être dans la balance. Là, je pense que ça serait un win-win monstrueux pour Jrue Holiday et pour Boston. Miami, parce que pour moi, c'est un fit parfait en termes d'ADN, en termes de style de basket, en termes de polyvalence défensive, ce que le Heat pourra proposer, même si on en parlait hier. euh, je pense que l'équipe de Miami telle qu'elle est construite manque terriblement de shoot et qu'il va falloir à un moment pouvoir rajouter un petit peu d'artillerie longue distance et que c'est pas Jrue Holiday remplit pas ce rôle. C'est les deux équipes les plus intéressantes. Après, c'est vrai que Zach Lowe parlait des Pacers auxquels j'avais pas du tout pensé. j'aime bien Sur cette piste, honnêtement, j'aime bien. sur le terrain, c'est super intéressant. Tu dis, ouais, il y a une équipe qui est vraiment excitante à voir jouer. Alors, c'est pas tout à fait le même côté dans le sens où là, ça joue pas forcément le titre ou tu es une place en finale de conférence tout de suite. Par contre, ça a beaucoup de sens, je trouve, sur le terrain. C'est une espèce d'accélérateur de particules, quoi. Tu dis, bon, bah voilà, on a cette équipe qui est en train de progresser, puis on va passer peut-être 2 marches de plus vite en rajoutant un joueur du calibre de Jrue Holiday. Moi, c'est les équipes qui m'ont le plus parlé. Pour les équipes de Los Angeles, alors bien sûr, je parle des Lakers tardivement parce qu'en fait, il y a ce dont tu parlais que Mhm. si ça impliquait d'échanger DeAngelo Russell, faudrait attendre mois de janvier. Et je pense que Portland a Ils auront- manifestement envie ouais. de régler les affaires plus vite de manière à pouvoir enclencher, c'est ce qu'on avait dit même après la draft, vite enclencher sur son projet de reconstruction et puis pouvoir se concentrer sur elle-même. Donc là, je suis un peu dans le doute. Les Clippers. Tout dépend ce qu'on pense des Clippers. Moi, j'ai quand même un peu le sentiment que la fenêtre est fermée pour cette équipe. J'avoue que j'ai aucune confiance dans le fait que les deux stars puissent être sur le terrain dans les moments importants, simplement parce que leur historique est trop lourd de, Ouais. voilà, dans ce point-là. Et je sais pas vraiment qu'est-ce que les Clippers peuvent proposer vraiment qui pourrait être intéressant L'hypothèse, elle pour séduit. Portland, je Enfin, sais pas. l'idée de Jrue Holiday aux Clippers, dans un monde où Kawhi Leonard et Paul George sont pas blessés, t'as un trio défensivement, c'est bien D'accord, méchant quand même. on est d'accord. Mais bon, avec les Clippers, on est toujours sur une histoire de fantasme et pas sur de la réalité, malheureusement, parce qu'ils ont trop peu souvent été alignés ensemble. Et je voudrais revenir sur les Pacers rapidement, parce que je ne sais Ouais, pas si ça se fera, je ne sais pas ce qu'ils sont prêts à envoyer ou pas. Mais j'aime beaucoup l'idée parce que, alors, toute proportion gardée, ça me ferait penser un peu à, tu sais, quand Chris Paul était arrivé à Oklahoma City et il avait changé, hmm, je trouve, il avait beaucoup aidé chez Gilgeous-Alexander. Il avait servi de modèle, d'exemple pour une équipe qui a. Alors, ils sont pas encore à un stade, je pense que ça va être cette année, hein, mais le stade va être passé là cette année. Mais je le vois peut-être comme un accélérateur de particules pour la progression, pour l'expérience. Et il est plus jeune que ne l'était Chris Paul quand il est arrivé au Thunder. Donc, je, je sais pas si pour lui c'est le mieux. S'il veut rejouer le titre tout de suite, c'est sûr que ce sera pas avec les Pacers. Mais que ce soit pour une étape enfin, pour une transition avant de retrouver un autre contender ou même juste pour accompagner l'équipe sur le plus long terme, j'aime assez cette idée. Peut-être un peu plus même qu'un autre contender dans lequel il viendrait se greffer, même si pour n'importe laquelle des équipes qu'on a citées et que tu as évoquées, il serait formidable. Je le vois pas aux Bulls, par contre. Je vois pas non plus l'intérêt. Enfin, contre quoi, contre qui je pense toujours que l'équipe va exploser pendant la saison et qu'elle a intérêt à le faire, en tout cas autour de DeRozan et Lavine. Je pense qu'il faut essayer de reconstruire. Je vois pas jouer l'idée dans un projet comme ça de reconstruction. Donc moi, je suis assez séduit par les Pacers, j'avoue, et un tout petit peu intrigué par les Clippers, toujours dans cette idée de fantasme où les Clippers fonctionneraient bien, ou auraient la santé, mais voilà. Ce qui était intéressant aussi, c'était que Bobby Marks, l'invité de Zach Lowe dans son dernier podcast, là, Mhm. qui est l'ancien GM, enfin qui est ancien ouais, GM ou Ouais, assistant GM, je plus, GM GM, des c'est Nets, je ça, crois. des Ouais. Nets, exactement. Donc il connaît bien le fonctionnement du CBA, de tout ça. Il notait que le deal n'était pas encore finalisé, en fait, qu'il avait été Ouais. annoncé mais pas finalisé, et qu'il n'était pas impossible que finalement
l'échange pour Jrue Holiday se rajoute dans le deal en fait Ah ouais. finalement en rajoutant une équipe et que parfois il disait même que c'était parfois même plus simple en fait de rajouter un autre échange au sein d'un même deal pour pouvoir faire matcher des salaires et ce genre de choses. Donc Ouais. effectivement, à regarder. Dans tous les cas, je pense que Portland, je serais étonné que Portland, comment dire, traîne dans cette histoire de trade pour Jrue Holiday. Je pense que ça va être... Enfin, moi, je m'attends à ce que ça se décante vraiment très rapidement, quoi. Ouais, ouais, c'est ce que Wojnarowski avait l'air de dire hier. Je pense que ça va bouger assez vite. Après, est-ce que Holiday aura voix au chapitre? Est-ce qu'il peut dire à Portland, je préférerais plutôt là que là? Je sais pas. Il pourrait avoir envie, les Blazers pourraient avoir envie d'être réglo avec lui et de faciliter quelque chose. Mais je pense qu'on a vu que Cronin était plus intéressé par la contrepartie maximum, ou presque. En tout cas, on l'a vu avec Lillard. Donc, mais je pense que tu as raison. Ça va bouger assez vite et je suis assez curieux de voir où il va terminer. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en fin de contrat. Donc, de toute façon, l'équipe qui Ouais. voudra le récupérer sur la longueur. Donc, c'est que tu te dis, dans tous les cas, je pense qu'il se retrouvera dans une situation quand même plutôt confortable parce Mhm. que si une équipe est pas sûre qu'il veuille rester, prendra pas le risque Ouais. de mettre un trade pour lui. Donc, voilà. Ça sera pas à Milwaukee forcément, mais en tout cas, je pense qu'il tombera dans une situation avec une équipe vraiment qui veut le faire venir, qui sait ce qu'il peut apporter, parce que je pense vraiment que c'est un, comme il l'a montré au Bucks, et même si bon, mais il est un peu plus âgé maintenant, c'est le type de joueur qui peut être un difference maker dans une équipe. Donc voilà, comme on en parlait hier, un peu triste pour Jrue, mais je pense il va retomber sur ses pieds et je pense qu'il trouvera une situation intéressante pour lui vraiment. Je me fais pas de soucis pour lui. Aucun problème, ça va le faire. Moi, je pense qu'on a bien fait le tour des sweepstakes du dossier Lillard, comme on dit là-bas, et des prétendants pour Jrue Holiday. C'était le dernier CQFR de la semaine. Il y a le week-end qui va arriver. N'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne YouTube. Il y a pas mal de choses. Déjà sur les trucs passés, vous pouvez retrouver le CQFR d'hier où on parle de Damian Lillard et du trade dans son ensemble. Il y a la rediff de la late session qui a été postée hier soir. Dimanche, l'épisode 3, Théo, si je ne dis pas de bêtises, de Hoop Culture sur les Game Changers, c'est ça? C'est ça, exactement. À 17h, tu vends la mèche parce qu'on n'avait pas encore donné Ah zut! la thématique. Mais c'est pas grave, comme Ça ça coupe fait le une montage exclue. sinon. Ça fait une exclue. Ouais, ouais. Épisode numéro 3 avec Pierre Armand Samama sur les Game Changers. C'est une thématique qu'on abordera en plusieurs épisodes, mais voilà, la première partie, ça sera dimanche à 17h. Et les deux premiers épisodes que je vous recommande sont évidemment aussi disponibles. C'est un nouveau podcast dont on vous a déjà parlé quelques fois, mais n'hésitez vraiment pas à y aller, c'est super intéressant et c'est un peu différent de ce qu'on vous propose par ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas ce week-end à vous pencher un peu sur la chaîne YouTube si vous avez du temps. En attendant, vous pouvez aussi nous retrouver sur basketsession.com pour les articles. Et puis je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi matin. Bon week-end à tous, ciao!